La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à l'examen des étapes caractéristiques de l'évolution de l'économie algérienne depuis 1962. En fait, ce travail-là va être une sorte de condensé de ce que j'ai développé dans le livre que je viens de publier aux éditions APIC, Algérie post-Hirak à la conquête de l'avenir, où je me suis attaché à retracer les choix de l'Algérie en matière de développement économique et social, le pourquoi de ces choix, comment ils ont été mis en œuvre, quels résultats ils ont donnés, et ensuite comment ils ont été remis en cause, parce qu'il faut le dire, pour des raisons politiques, naturellement, à partir de différentes considérations, etc., que nous pouvons voir dans le livre. Et cette inflexion qui est ensuite devenue un tournant et carrément un virage a abouti à une nouvelle orientation, une orientation libérale qui a duré et qui dure toujours d'ailleurs depuis plus de 3 décennies et qui a abouti à l'impasse libérale actuelle, c'est-à-dire aux problèmes graves qui ont non seulement atteint l'économie, mais même le système politique, le système social, les équilibres, et dont on n'est pas encore vraiment sorti. Donc aujourd'hui, je vais m'attacher à centrer mon propos sur les choix de 1962, de l'indépendance, les choix économiques et sociaux, et le pourquoi de ces choix, comment ils ont été réalisés et à quels résultats ils ont abouti. Donc, il faut partir des ordonnées de départ. On ne peut comprendre le pourquoi de ces choix si on ne revient pas aux ordonnées de départ. Les ordonnées de départ, naturellement, il faudrait des livres et des livres pour décrire ce que fut l'Algérie au terme de 132 ans de colonisation, de peuplement. Ce que fut l'Algérie en 1962. Mais on peut résumer ça de manière très, très, très lapidaire et très succincte, mais en même temps très significative et éloquente. Nous étions au départ un non-État, une non-économie, et je peux même dire une non-société encore. Bien sûr, l'image de l'Algérie, c'est celle en 62 qu'on retrouve aujourd'hui dans les évocations sur les réseaux sociaux, souvent, c'était celle d'un pays développé. Mais c'était un pays artificiellement développé, qui appartenait à la famille des pays développés artificiellement. Dès que les colons, dès que la population européenne l'a quitté, elle est redevenue ce qu'elle était réellement, un pays sous-développé. Alors il faut savoir que quand on dit le départ des Européens, c'est le départ de centaines de milliers qui occupaient tous les postes. C'est-à-dire que le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif, le pouvoir technologique, le pouvoir intellectuel étaient sans conteste et sans exclusive aux mains de la minorité européenne. L'Algérie, pour illustrer ce propos, se retrouve en 1962 sans comptable. Elle se retrouve sans hôtesse de l'air,
pour la nouvelle compagnie qui s'appelle Air Algérie. Elle se retrouve même sans moniteur de colonie de vacances qu'elle a dû former dans la hâte au Maroc. Il y avait un réseau de mairies de niveau métropolitain, européen, un niveau une administration communale, une infrastructure très développée. Mais dès que les Européens sont partis, il n'y avait plus de personnel pour l'encadrer. Il a fallu recruter des bacheliers, les former pour former des secrétaires généraux de mairie. Je cite quelques exemples pour illustrer le non-État, la non-économie. La non-société, naturellement, on se retrouve avec un taux d'analphabétisme très très élevé, 95% chez les hommes, 98% chez les femmes. Un taux de scolarisation qui, malgré toutes les poussées vers la fin de la guerre, les efforts que De Gaulle et certains Français lucides ont essayé de faire, se retrouvaient avec un taux de scolarisation ridiculement bas, 25-30%. Donc, des ordonnées de départ qui faisaient qu'il fallait se poser la question, on est en dehors du monde industriel, on ne peut embrayer sur aucun acquis antérieur, ni acquis industriel, ni acquis technologique, ni acquis managérial, ni acquis scientifique ou technique. Regardez l'agriculture qui faisait vivre 9 familles algériennes sur 10, on se retrouve à l'indépendance avec un seul ingénieur agronome, un seul architecte, quelques avocats, quelques médecins. Donc les ordonnées de départ impliquaient des choix radicaux. Il fallait absolument rompre, c'était des choix de rupture avec cette situation qui faisait de nous un marché, un déversoir pour les produits et services de la métropole et un réservoir de main-d'œuvre à bon marché. Donc, les choix de rupture radicale, n'est-ce pas, étaient imposés par ces ordonnées de départ que j'avais résumées sous le triptyque de non-économie, non-État, non-économie, non-société. Et en fait, il y a cet ensemble de conditions objectives qui imposaient ces choix de rupture, mais il y a aussi cette exigence subjective née d'une longue guerre de libération nationale avec une grande aspiration, très forte aspiration des masses populaires et principalement paysannes qui avaient porté l'effort et les sacrifices les plus lourds de la guerre de libération nationale, à se développer, à s'émanciper, à connaître le bien-être, à voir leur pays rentrer dans le concert des nations comme un pays qui va vers le développement, qui va vers le progrès social. Donc, cette convergence des exigences objectives et des exigences subjectives, si on peut les résumer ainsi, fait que ces choix de rupture s'imposaient. Il fallait donc, une fois maturés ces choix, créer les instruments et les outils adéquats avec la réalisation de ces objectifs stratégiques. Alors, les choix imposaient donc un rôle économique majeur à l'État, puisqu'il n'y avait pas d'entrepreneurs, il n'y avait pas d'entrepreneurs algériens, il n'y avait pas d'entreprise privée algérienne capable d'être un agent
du développement national. C'est la place du secteur capitaliste algérien était insignifiante, vraiment insignifiante. L'entrepreneur algérien, c'était une petite statistique très mineure. Et donc, le rôle économique de l'État s'imposait. Le rôle économique de l'État, mais aussi de l'entreprise publique, de l'entreprise d'État, pour ainsi dire. C'est-à-dire, les conditions historiques imposaient donc le rôle économique de l'État majeur, le rôle des entreprises publiques et la planification. Parce qu'on ne pouvait pas mobiliser toutes les ressources nécessaires pour ce décollage inédit sans qu'il y ait une volonté centralisée, coordonnée au niveau de l'État de fixer des objectifs, déterminer des moyens et allouer les ressources là où il faut. Donc le plan s'imposait, la planification s'imposait. Donc cette étape ayant été maturée, la mise en œuvre, elle peut se lire à travers les plans qui ont été adoptés. D'abord un plan triennal, n'est-ce pas? Ensuite, un plan triennal 1967, 1969, 70. Ensuite, le premier plan quadriennal 1970-1974. Ensuite, le deuxième plan quadriennal 1970-1974, avec une rallonge 78, avec une rallonge 78, 79, 80. Nous aurons ensuite le premier plan quinquennal 79-80, 1984. Ces plans-là ont permis, pour dire les choses en termes chiffrés, si vous voulez, ces plans ont permis la réalisation de 1800 unités industrielles. 200 projets dans le secteur de l'énergie et de la pétrochimie ont été lancés. 2,5 millions environ de postes d'emploi ont été créés. On a démultiplié le nombre de diplômés et le nombre d'étudiants, n'est-ce pas? On avait une université en 1962 où il y avait 90 diplômés, en tout et pour tout, entre 90 et 100 diplômés, et encore, je parle de l'université d'Alger, et encore dans des disciplines, la plupart c'était des disciplines, le droit, les sciences, la littérature, bon, un peu la médecine, mais très peu. Donc, très peu dans les sciences techniques, etc., sauf ceux qui étaient rentrés de l'étranger, formés grâce aux bourses du GPRA dans les pays amis. Donc, nous nous retrouvons avec une dynamique, je vous dis, de plans successifs où le taux d'investissement a atteint 50% du PIB et avec des résultats spectaculaire, il faut dire. L'Algérie se métamorphosait à vue d'œil. Les étrangers qui rentraient, qui venaient en Algérie, vous voyez, un pays qui changeait d'année en année. Il ne faut pas craindre de le dire, d'année en année. C'est pas 1800 unités industrielles dans tous les domaines. Alors la démarche qui a été adoptée, c'est les industries qu'on a appelées industrialisantes, pour un peu faire vite, mais en fait, c'est ce que j'appellerais moi l'industrie des infrastructures d'industrie. C'est-à-dire, il fallait créer une sidérurgie ou prolonger la sidérurgie dont on avait déjà un embryon avec le plan de Constantine, pour pouvoir produire les produits plats pour l'hydraulique et pour les hydrocarbures,
et les produits longs pour la construction de logements. Donc, il nous fallait une sidérurgie. Il fallait développer l'industrie autour du secteur des hydrocarbures, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui était valorisation du pétrole et du gaz. Il fallait développer une industrie qui offre les conditions pour qu'on puisse développer d'autres industries, c'est-à-dire les moteurs électriques, la fonderie et les industries qui allaient servir à l'agriculture, les moteurs et tracteurs de Constantine, les moissonneuses-batteuses, l'industrie électronique grand public qui a permis aux Algériens d'accéder au progrès en ayant un téléviseur. Chaque famille avait son propre téléviseur à partir des années, la fin des années 60, début des années 70. Et donc, nous sommes dans une phase de construction de la base matérielle où se tisse un réseau d'industries, d'usines, qui fait qu'on peut envisager à la fois le développement de cette satisfaction des besoins de la population, mais aussi même exporter, puisque déjà on a des industries qui exportent le cuir, la confection en cuir, le textile qui exporte. On a même des camions de Sonacom qui s'exportent. Nous avons naturellement l'agroalimentaire où on a des exportations. Donc on a un pied dans les marchés internationaux naturellement, en dehors de nos traditionnels débouchés pour le vin qui naturellement devenaient de plus en plus problématiques, mais où on continuait quand même à opérer. Donc, parallèlement à ça, un effort gigantesque a été fait sur le plan de l'enseignement. Tout le monde en avait parlé. Hein. Nous avons des universités nouvelles qui s'ouvrent, qui ouvrent, hein, n'est-ce pas, qui se construisent, dont l'université des technologies, de sciences et technologies de Bab Zouar, construite par Oscar Niemeyer, le célèbre architecte brésilien, mais aussi d'autres universités à Constantine, à Oran. Et sur le plan de la culture, il faut bien se rappeler que l'Algérie a déjà l'honneur d'un prix, d'une palme d'or au Festival de Cannes, Festival de Venise. La fréquentation du cinéma a été très très élevée, n'est-ce pas? La culture, c'est aussi le théâtre qui était en plein rayonnement. C'est aussi, de notre côté, le développement du sport. On connaît toutes les réalisations, non seulement dans le football, mais le handball, n'est-ce pas, les victoires aux rencontres internationales, les Jeux méditerranéens. En gros, un immense effort de développement national, que j'ai appelé l'âge d'or de l'édification nationale, qui s'est déroulé durant cette période dans le milieu des années 60, 67, à partir du premier plan triennal, jusqu'au milieu, peut-être même un peu à la fin des années 80. C'est-à-dire que ces acquis-là, qui continuent jusqu'aujourd'hui à donner du souffle et des espoirs à notre pays, puisqu'ils n'ont pas disparu, tous disparus, et on peut dire qu'on peut embrayer aujourd'hui sur ces acquis-là, même s'ils ont été amoindris, même s'ils ont été
parasités, même s'ils ont été mutilés, mais on peut envisager un nouveau départ, pour peu qu'on reprenne les mêmes, qu'on ait la même volonté d'abord, et qu'on reprenne en gros les mêmes dispositifs, n'est-ce pas? Plus que jamais aujourd'hui, l'État développementaliste est indispensable pour le nouveau départ, plus que jamais, parce qu'il ne faut pas oublier que là où est la propriété, là est le pouvoir. Aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation, on ne peut pas envisager de développement économique sans un État solide, sans un État développementaliste, sans un État qui joue un rôle dans l'économie. Nous avons jusqu'à présent un tissu économique fait de petites, très très petites entreprises pour ce qui est du secteur privé qui sont incapables de jouer le rôle de moteur du développement national. Donc c'est l'État, à travers ces entreprises, qu'il doit rénover, pour lesquelles il doit mettre en œuvre de nouvelles façons de gérer, n'est-ce pas? Qui doit, avec le plan qui doit être réhabilité, la planification aujourd'hui avec les moyens techniques et scientifiques, avec le numérique, on peut faire une planification très très efficace, très pertinente par rapport aux réalités. Donc, nous sommes de nouveau devant la nécessité de ces choix, de nouveaux choix, mais là, on en reparlera quand on abordera cette étape qui a vu malheureusement les acquis du développement national des années 70, 60, 70, 80 démantelés et détournés, et la voie de développement abandonnée, développement national abandonné. Donc ce sera pour le prochain exposé qui portera sur les années du virage libéral et leurs conséquences. Et je vous remercie.